Bonjour Younous Omarjee. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans les bureaux du Parlement européen en France. Vous êtes député européen depuis 2012. En 2019, vous avez été élu sur la liste de la France Insoumise. Vous siégez donc au sein du groupe Gauche Unitaire Européenne. Et c'est une première pour un ultramarin. Vous présidez une commission, la commission du développement régional, depuis le 10 juillet 2019. On pourrait presque faire une émission autour de ce thème. Quelqu'un me disait que ça faisait un an, j'étais assez surpris parce qu'on ne voit pas du tout le temps passer. On est tellement dévoré par l'action que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça en réalité. J'ai été élu en 2014. Les gens se sont déplacés pour glisser un bulletin Omarjee. L'élection, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que les gens vous font confiance. C'est quelque chose qui vous remplit à la fois de fierté, mais aussi ensuite de responsabilité. Et tout le temps du mandat, la chose qui revient en permanence, c'est la campagne électorale. Parce qu'il se noue quelque chose pendant la campagne électorale de très fort. Et il est des moments dans la vie politique et dans l'action qu'on conduit où on doit revenir. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est beaucoup d'images qui sont en moi. Et je repense à des conversations que j'ai eues, parce que dans une campagne électorale, la parole est très libérée, il se passe énormément de choses. Donc c'est un moment vraiment très très important. Donc ça fait un an, surtout, les souvenirs que j'ai, c'est la campagne électorale, surtout. Vous avez cité la campagne de 2014. À l'époque, c'était une liste géographique, entre guillemets. C'est-à-dire que là, vous étiez vraiment représentant des ultramarins. La dernière campagne, c'était un nom, bien placé, 4e, sur une autre liste où là, il y a moins l'ancrage géographique. Mais vous avez toujours un ancrage, toujours. Parce qu'aujourd'hui, je me considère toujours comme aussi celui qui porte la voix des Outre-mer en Europe, plus largement des régions ultrapériphériques. Mais lorsque j'ai été élu en 2014 sur une circonscription, je me sentais également comme le député européen de tous les Français et de tous les Européens. Parce qu'il faut comprendre que lorsque vous êtes dans l'hémicycle à Strasbourg et que vous appuyez sur le bouton, les décisions que vous prenez, elles ne valent pas seulement pour une catégorie de la population, elles valent pour les 500 millions d'Européens. C'est un mandat qui vous donne des responsabilités pour légiférer pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc vous devez porter cela et vous devez penser l'intérêt général au plus large possible. Le 19 juin 2020, une date historique, reconnaissance par le Parlement européen de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Cette résolution, vous l'avez portée. Ce soir-là, vous étiez dans quel état ? Une satisfaction très grande, parce que j'avais le sentiment quand même d'achever un combat qui a été mené, qui a commencé il y a très longtemps, avec beaucoup de personnes dans lesquelles je me suis inscrit dans le même chemin. Et je suis très fier d'avoir parachevé cela. Et le lendemain, la première chose que j'ai faite, c'est d'écrire à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour que la date du 2 décembre, celle de la commémoration de l'abolition dans l'ensemble de l'Union européenne, puisse se faire dès le 2 décembre 2020. Et nous y travaillons déjà, on n'a pas perdu un jour. Et c'est ça qui est surtout important, les choses ne s'arrêtent jamais, elles se poursuivent toujours. Est-ce que ce texte aurait pu être adopté sans le décès tragique de George Floyd ? Non, non, parce qu'il y a eu une prise de conscience à l'échelle mondiale et en Europe également sur ce que représente le racisme systémique et sur la dette vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui portent toujours ces souffrances,
qui traverse le temps. Donc clairement non. Mais ce vote n'aurait pas pu avoir lieu également s'il n'y avait pas eu dans le Parlement européen un député ultramarin, parce que personne d'autre ne l'aurait proposé. Le député européen, même s'il fait des choses comme vous, on ne le sait pas, à moins qu'il fasse ce boulot d'être très présent sur les réseaux sociaux et que les journalistes finissent par s'intéresser à lui. Ce n'est pas sur les plateaux télé que ce travail se fait. J'ai l'ambition, moi, de pouvoir changer les choses par mon mandat. Et changer les choses par son mandat, c'est pouvoir accomplir un certain nombre de choses concrètes, comme je l'ai fait avec l'interdiction de la pêche électrique, comme je l'ai fait sur une série de programmes qui ont changé la vie dans les Outre-mer, comme je le fais là avec la résolution qu'on a votée où l'esclavage est déclaré comme un crime contre l'humanité. Donc voilà, et s'il y a un choix à faire, je préfère l'invisibilité totale plutôt que de ne pas être à mon poste de travail. Cela étant dit, lorsque vous êtes élu, vous devez aussi convaincre les autres. Vous devez partager vos idées. Donc il faut des créneaux d'expression pour pouvoir échanger, en tout cas émettre un certain nombre d'idées. Le problème, c'est la médiocrité des créneaux, parce que nous sommes dans une forme de démocratie live aujourd'hui, où tout se passe sur Twitter, où on réagit dans l'instant sans prendre la distance nécessaire qu'oblige l'action politique, et tout est égalisé sur un même niveau. Et on ne distingue plus aujourd'hui le fait divers de l'événement, et on réagit souvent de la même manière sur tout. Ce qui, à mon avis, est très mauvais et est le signe d'un abaissement total de l'action politique. Donc, d'un côté, ce sont les réseaux sociaux qui offrent finalement assez peu pour pouvoir développer une pensée un peu complexe. Et puis, de l'autre côté, ce sont des émissions que je refuse, moi, sur des chaînes en continu où finalement vous êtes instrumentalisé pour que ces chaînes puissent faire de l'audience, et vous êtes instrumentalisé pour le show, et l'image qui est renvoyée est tout à fait désastreuse. Je ne suis pas un chroniqueur, je suis quelqu'un qui est dans le combat politique, qui est élu, et ce n'est pas du tout la même chose. On a une photo là, ici sur le décor. C'est une photo en fait qui est de vous. Ceux qui vous suivent peuvent bien sûr avoir votre actualité de parlementaire, les combats que vous évoquez. Vous avez aussi un site Instagram, et là c'est un travail photographique, ce que vous proposez dans différents domaines. Il n'y a pas de vie tout court, sans culture, sans l'art, sans la beauté. Et c'est inséparable de l'action politique. Lorsque vous êtes dans ces moments-là, vous devez avoir l'œil qui vous montre la beauté des choses, la beauté de la lutte, des regards, des gestes, de l'événement, des visages. Quand je suis allé en Palestine, aux portes de Gaza, dans une situation terrible, c'était au moment des bombardements, eh bien vous avez à la fois la situation, mais exactement la même chose dans les camps de réfugiés, au Liban ou en Jordanie ou en Turquie. Je les ai tous visités. Et c'est toujours la même chose. Vous êtes dans une situation tragique et vous avez la beauté et la beauté des visages, des personnes, et puis beaucoup de dignité. Et dans cette manifestation, c'était ça. Vous avez la beauté de la lutte, du combat de ces jeunes qui portent des aspirations. Et la photo, je l'ai faite, j'en ai fait beaucoup, après je fais le tri des photos, et celle-là est restée. C'est une des plus belles, un des plus beaux rassemblements auxquels j'ai pu participer. J'ai été très choqué de la manière dont cela a été traité par ces médias,
On se demande à quel jeu ils jouent en réalité. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'avec ce travail permanent de mise en exergue de prétendues déchirures, ils créent des chemins pour des guerres civiles en France, plutôt que de construire à des solutions d'unité. La manière dont cette manifestation a été traitée est un scandale. Il y avait là des personnes qui affirmaient, qui proclamaient, qui demandaient les valeurs de la République, une très belle Marseillaise entonnée sur la place. Et qu'est-ce qu'il est resté? Le propos d'une personne isolée, peut-être instrumentalisée, qui a crié une parole antisémite. Ceux qui font qui ont ces méthodes jouent à un jeu excessivement dangereux. Et je crois que c'est assez grave, parce que c'est une grande violence pour toutes celles et tous ceux qui étaient là. Et ensuite, ils repartent avec quoi dans la tête? Nous allons, dans quelques instants, voir une autre photo, Malcolm X. Cette photo est dans votre bureau. Oui, elle m'a été offerte par mes collaborateurs pour mon anniversaire, c'est bien choisi. Ce que la photo ne montre pas, c'est que Malcolm X regarde Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est la photo que j'ai apportée. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette émission, c'est le jour de l'anniversaire de la naissance d'Aimé Césaire. Et Malcolm X et Aimé Césaire disent deux choses de manière différente, mais une chose identique. Ils affirment simplement un principe qui est celui de la Déclaration des droits de l'homme, un principe qui doit être universel, c'est l'égalité des hommes et la non-discrimination en fonction de la race, de la croyance ou de l'origine. Et ce qu'ils disent d'abord, c'est ce refus absolu de la discrimination sur des bases raciales. Et ensuite, ils expliquent un certain nombre de choses. Césaire, en tout cas, explique comment on en arrive à ce racisme contre les Noirs. Quel est tout le processus qui s'est accompli dans le monde dit civilisé, qui en réalité était un monde totalement barbare qui institue, pour justifier les conquêtes, les dominations, la colonisation, qui institue la hiérarchisation des races. Et en réaction de cela, parce que la discrimination se fait sur la base de la couleur, il y a l'affirmation de dire ce qu'on est dans sa différence. Et c'est ce que dit Césaire, et c'est ce que dit de manière très affirmée Malcolm X. Nous sommes noirs, nous sommes fiers d'être noirs, nous sommes nous-mêmes et nous restons nous-mêmes. Parce que il faut voir aussi que dans tous ces processus, il y a la volonté de dire d'abord vous êtes noir, vous ne valez rien, mais vous pouvez peut-être prétendre à un peu de considération si vous devenez un peu ce que nous sommes, quoi, vous voyez, et ça c'est absolument insupportable. Je croyais que vous alliez me dire que tous les deux prônent la culture pour... Non, ce sont d'abord tous les deux, ce sont des militants, des résistants. Césaire théorise la négritude sur sa petite île en Martinique, et la négritude, telle qu'il la théorise, a un écho dans le monde entier. Dans le monde colonisé, d'abord, ou en voie de décolonisation, et puis aux États-Unis. Et Barack Obama, alors, c'est quoi? C'est un lointain petit-neveu? Barack Obama, c'est un symbole, parce que son arrivée à la Maison-Blanche
après toute cette histoire de domination des Noirs et de discrimination, on représente quelque chose de considérable. Et il a conscience lui-même, avec Michelle Obama, d'incarner quelque chose aux yeux de toutes celles et tous ceux qui sont victimes des discriminations. Mais dans la société même des États-Unis, c'est un moment qui a été vécu comme une profonde rupture. Sauf que, ensuite, Barack Obama, il est élu comme élu démocrate. Et il porte des intérêts, et on voit qu'il n'a pas été au rendez-vous de beaucoup d'espoirs, sans doute qui étaient évalués par rapport à ce qu'il... Surinvesti. Oui, et par rapport à sa propre formation. Parce que Obama, c'est quelqu'un qui est un libéral, qui pense à l'Amérique dans le monde, à son influence. On est passé de Barack Obama à Donald Trump, qui lui incarne le rêve pour les suprémacistes blancs. Vous êtes aujourd'hui inquiet, vous qui observez le monde et qui voyagez? Oui, bien sûr, parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi Donald Trump est arrivé au pouvoir, pourquoi vous avez partout dans le monde aujourd'hui la montée de mouvements nationalistes, xénophobes, qui exaltent les identités. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans certains pays d'Amérique du Sud, au Brésil en particulier, mais c'est vrai aussi dans le reste du monde. Il y a des pays qu'on regarde moins parce que ici, l'Inde, avec Modi et l'exaltation de l'hindouisme identitaire, qui est un fascisme indien. Et puis vous avez en Europe également la montée de ces mouvements. Donc, il faut essayer de comprendre. Et il y a une série de raisons sur lesquelles on ne s'arrête pas suffisamment. C'est que vous avez d'abord une inquiétude identitaire qui est très forte, mais qui ne s'opère pas sur les mêmes bases, selon là où on se trouve. En Europe, par exemple, le basculement démographique du monde inquiète considérablement. Et les Européens... La menace, par exemple, de la démographie en Afrique? Oui, ils ont l'impression, c'est leur langage en tout cas, qu'ils vont être envahis. Donc ça, c'est une raison qui inquiète. Et ce que les Européens ne perçoivent pas suffisamment, c'est que la mondialisation a été sous-tendue par une occidentalisation du monde. Donc vous avez des modes de vie qui se sont rapprochés considérablement. Le modèle dominant, c'est le modèle européen, c'est le modèle américain. Et vous pouvez être en Afrique ou dans le monde arabe, vous avez eu cette domination culturelle de cette époque, de cette période de l'histoire de l'Europe, qui fait que l'idée du bonheur, c'est ce que je dis toujours, a plutôt tendance à s'occidentaliser. Et du côté, par exemple, des Indiens ou des Chinois, l'inquiétude, elle est en sens inverse, parce qu'ils ont conscience de la force de ce rouleau compresseur, qui est un modèle qui uniformise les modes de vie, les modes de consommation. Là, vous parlez plus particulièrement du modèle américain. Oui, ouais. Mais l'Europe elle-même, et c'est ce que... Et donc, ils sont inquiets que leur civilisation, plusieurs fois millénaire, bon, soit aussi... mais ce que les Européens ne comprennent pas, c'est que la menace, elle vient surtout du modèle américain. S'il y a colonisation, pour reprendre leurs termes, ben, la colonisation, elle vient de ce modèle américain qui combat avec beaucoup de force les identités propres en Europe. Être français aujourd'hui, ben, garder les habitudes
française, voilà, c'est beaucoup plus combattu par le modèle américain, l'exception culturelle. Donc tout ça, ça se traduit par des combats aussi au Parlement européen, lorsque nous avons travaillé sur les questions d'exception culturelle, le maintien de notre industrie culturelle. On voit bien que la menace, elle ne vient pas des autres pays qui eux-mêmes doivent lutter contre cette domination du Nord sur le Sud, avec des échanges qui se font plutôt dans un sens plutôt que de manière équilibrée. Mais la menace, elle est plutôt de ce côté. Vous parlez du modèle américain qui est en train d'être un véritable rouleau compresseur. L'Inde s'en inquiète. Non, mais on devrait s'en inquiéter, nous, beaucoup s'en inquiètent. Donc la bataille pour le maintien d'une diversité culturelle, c'est la bataille qui est la plus importante aujourd'hui. Parce que, effectivement, il y a un risque très grand d'uniformisation. Et l'uniformité, comme disait Noam Chomsky, l'uniformité, c'est la mort. La diversité, c'est la vie. Voilà. Donc, il faut de la diversité. Et il faut de l'échange. Et c'est pourquoi on revient sur les débats qu'on a concernant Césaire, Malcolm X et le racisme. Vous ne pouvez avoir d'échange que dans la mesure où les choses sont dissemblables. Vous n'allez pas échanger deux verres identiques. Ça n'existe pas. Vous échangez des choses qui ne sont pas pareilles. Donc, pour que l'échange soit possible, et seul l'échange est créateur, si vous voulez qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait de la diversité. Et de la diversité sur tous les plans. Une société où il n'y a plus de diversité, c'est une société qui se sclérose et qui finit par mourir. Voilà. Donc, même pour la culture, c'est très important qu'il y ait des diversités, des cultures qui survivent, qui se transforment en permanence, et ainsi l'échange peut toujours s'accomplir. Nous avons tous été arrêtés. Le temps s'est arrêté durant 3 mois pour certains, un confinement, il y a cette pandémie. On parle d'un monde d'avant, d'un monde d'après, de prise de conscience. Bon, on a tellement parlé monde d'avant, monde d'après, qu'on n'a plus du tout envie d'utiliser ces expressions. Mais c'est quand même intéressant que tout le monde s'interroge sur le monde d'après. Ça veut dire que le monde d'avant n'est pas aussi bien qu'on ne pensait. Donc il y a un espoir pour quelque chose de différent. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ce que sera le monde d'après, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des ruptures de temporalité. Et le monde a été un peu au ralenti, et les personnes également ont pris le temps d'avoir du temps, et le temps de se poser, de regarder les choses, peut-être de ne rien faire, de réfléchir et de rêver. Ça, c'est très important, parce que nous sommes dans une société qui est dominée à la fois par le modèle consumériste et par des injonctions permanentes qui ne vous laissent plus le temps de rien. Et cette société de consommation, c'est ce que je dis toujours, elle finit par détruire toutes les verticalités. Et son objectif, c'est d'avoir non pas des êtres pensants, mais des personnes qu'on gave d'une série de choses, c'est-à-dire exactement l'inverse d'un citoyen qui se tient debout. Donc ça, j'espère que ce qui s'est passé pendant ce confinement conduit les gens à se reposer un peu des questions sur la manière dont ils vivent, dont ils consomment, peut-être à accorder un peu plus d'importance à ce qui se situe au-dessus,
parce que la mort a été très présente dans cet épisode. Et la mort est totalement évacuée des sociétés occidentales, européennes. On l'évacue, on la met de côté. Donc, comme les vieux. Comme les vieux. Et du coup, de nouveau, les gens ont pensé à la mort dans des sociétés qui sont des sociétés très déspiritualisées. Vous nous disiez tout à l'heure que c'est pour votre anniversaire que vos collaborateurs vous ont offert ce portrait de Malcolm X. Quelque part, il peut aussi vous faire penser à la mort, parce qu'il a été assassiné pour ses idées. Oui, c'est vrai. Vous y pensiez, vous, à la mort? Non, mais c'est Malcolm X, c'est l'élan qu'il donne pour la lutte, pour le combat. C'est une figure qui est un peu contestée aussi. Hein. Bon. Mais c'est quelqu'un qui est resté debout, toujours. Et c'est ça, Malcolm X. C'est celui qui ne baisse pas les yeux, qui ne baisse pas la tête. C'est un insoumis, en fait. Vous avez eu un mot, hein, c'est l'élan. Oui. Qu'est-ce qui nous le donne, l'élan? C'est la réalité, c'est la vie. Alors, les combats, alors, ce ne sont pas des trucs théoriques, c'est la réalité. Et c'est ensuite le sentiment d'injustice, l'indignation qui naît, et la volonté de transformer les choses. C'est ça qui donne de l'élan à tous ceux qui sont dans la lutte. Parce qu'on ne peut pas considérer que c'est la fin de l'histoire et qu'il faille accepter le monde tel qu'il est, avec toutes ces inégalités, toutes ces injustices, avec une situation sur le plan écologique qui est juste tragique et qui pose aussi bien la question de la survie de toutes les espèces et à la fin de celle de l'espèce humaine elle-même. Donc, c'est ça qui donne de l'élan. C'est cette conscience que nous pouvons changer le cours de l'histoire. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Ça n'existe pas. Nous pouvons en permanence toujours changer le cours de l'histoire. Et l'histoire, je le disais hier, le seul acteur en réalité de l'histoire, c'est le peuple. L'histoire retient des noms, mais c'est pour les livres. Mais l'acteur de l'histoire, celui qui permet de faire en sorte que les ruptures interviennent, c'est le peuple. Lorsqu'il se révolte, lorsqu'il est dans la rue? Toujours. Non, mais le seul acteur, c'est le peuple. Vous prenez de tout, depuis l'Antiquité à nos jours, le seul acteur véritablement historique, c'est le peuple. Ensuite, vous avez des figures qui marchent devant et qui incarnent quelque chose. Mais c'est le peuple puissant, agissant, qui permet de transformer les choses. Donc, l'élan, il vient de cette conscience que nous avons une responsabilité devant le cours de l'histoire et que nous devons rentrer en action, qu'il n'y a pas de fin de l'histoire, il peut y avoir des bifurcations, il peut y avoir un changement de trajectoire à condition de se mettre en mouvement. Les gens aujourd'hui, ils ne doivent pas considérer que les agencements existants sont ad vitam aeternam. Ça ne peut pas durer. Le Covid l'a peut-être fait sentir du doigt. Bien sûr. Donc soit ça précipite vers une disparition et où tout le monde sera perdant, ou soit, en responsabilité, l'humanité décide de changer de trajectoire, c'est-à-dire de lutter contre le changement climatique, de lutter contre la perte de biodiversité et de lutter contre les inégalités à l'échelle planétaire. Il y a une véritable prise de conscience chez les jeunes, chez les très jeunes actuellement, qui sont presque tyranniques avec leurs parents, et c'est très bien. Et les parents ne savent pas trop comment faire. Je crois vraiment dans cette... mais en revanche, c'est très difficile de réformer ces habitudes. Très, très difficile. Donc vous avez beaucoup d'affirmations, mais beaucoup de difficultés
à s'appliquer à soi-même. Les habitudes, c'est le mental. Et c'est très difficile pour les gens d'abandonner leur voiture ou d'opérer des choix de consommation différents, de ne plus partir en vacances par exemple, s'il ne faut pas prendre l'avion. Tout ça, c'est très compliqué. Ça ne va pas se transformer comme ça du jour au lendemain. En revanche, parce qu'on a été formé autrement, nous sommes deux générations qui avons été constituées différemment. En revanche, pour les enfants d'aujourd'hui et les adolescents, c'est totalement constitutif. Donc, chez eux, il y a effectivement quelque chose de beaucoup plus évident à aller vers ces nouveaux comportements. Donc l'espoir, il est vraiment de ce côté. Et puis l'espoir, il est aussi dans la prise de conscience quand même planétaire. Plus la situation est grave, plus la prise de conscience est partagée au niveau des gouvernants. Donc est-ce qu'il ne faut pas à chaque fois qu'il y ait quelque chose pour que ça bouge? Toujours. Toujours. Tout part des faits divers. Quand j'avais rencontré Gorbatchev, il m'avait expliqué qu'il n'y aurait jamais eu de perestroïka et de glasnost s'il n'y avait pas eu un petit Cessna qui avait traversé, qui avait survolé la place Rouge. Je lui ai dit, ah bon? Il me dit oui, parce que ça m'a donné la possibilité à ce moment-là de limoger tout le général de la Défense et toute une bonne partie du comité central. Et j'ai pu à ce moment-là engager mes réformes. Donc souvent ça part d'un fait divers, tragique, très tragique, qui devient un événement pour une série de raisons. On ne sait pas à quel moment ça va se produire. C'est comme pour les éruptions. Vous savez que ça travaille. Tout le monde savait qu'aux États-Unis, comme dans le reste du monde, ces questions travaillent en permanence. Le meurtre de George Floyd, il arrive après combien d'autres meurtres pour lesquels il n'y a pas eu de résonance à l'échelle planétaire. Donc ça, c'est le mystère. À un moment donné, ça craque. Et ça a craqué avec George Floyd. Et vous avez un mouvement aujourd'hui à l'échelle mondiale, et vous avez même une institution comme le Parlement européen qui s'engage dans une résolution. Mais ça ne se serait pas produit maintenant, ça serait arrivé plus tard, parce que ce sont des situations qui portent des germes de déstabilisation totale. Ça ne peut pas durer. Et le plus difficile, lorsque vous êtes un responsable politique, c'est justement de percevoir ces courants profonds qui vont amener des ruptures demain. Ils sont sous nos yeux, mais on ne les regarde pas aujourd'hui, actuellement, pendant que nous parlons. Je veux dire, toutes ces inégalités qui traversent à l'échelle mondiale, tout ce qui se passe sur les campus en Afrique, etc. Tout le monde ferme les yeux, la jeunesse africaine, les révoltes et tout. Mais tout ça, ça va exploser si les réponses ne sont pas apportées. Pareil, les Gilets jaunes. Tout le monde a été étonné de l'émergence de ce mouvement. Et effectivement, il a étonné tout le monde, il a surpris tout le monde. Mais combien d'éléments étaient présents qui étaient des signaux indicatifs de ce qui allait se passer? C'est comme actuellement, vous prenez, on met ça sous le vocable des violences policières, mais vous avez un vrai problème des libertés. Regardez comment la question des libertés individuelles redevient une question de premier plan en France. On n'aurait jamais pu imaginer cela il y a même 5 ans, jamais. Et pourtant, la question des libertés, de l'état de droit, redevient une question d'actualité. Et croyez bien que tous les Français en ce moment réfléchissent sur cette question du respect des libertés individuelles, de la garantie de leurs droits, des excès de pouvoir d'un certain nombre d'institutions, des abus de pouvoir
des autorités de l'État. Ce sont des questions qui sont redevenues d'actualité et qui vont évidemment, si des réponses ne sont pas apportées immédiatement, se traduire demain par un certain nombre de choses qui vont surprendre les gens. Et quand il n'y a pas de fait divers, ou quand le fait divers se banalise, les migrants qui meurent en traversant la Méditerranée, l'eau qui monte, qui ne cesse de monter, des territoires qui vont être submergés. Sur les questions des migrants, précisément. Mais c'est une photo du petit enfant qui venait de Turquie, qu'on a retrouvé sur une plage, qui a créé l'émotion mondiale et qui a conduit ensuite à se reposer un certain nombre de questions. Mais vous avez des forces permanentes qui jouent. Bon. Ensuite, vous renvoyez à la responsabilité politique d'agir ou de ne pas agir. Mais sur la question des migrants, oui, mais il faut que l'Europe se mette d'accord avec elle-même sur ce qu'elle veut faire et comment elle conçoit son avenir. Est-ce que les migrants, c'est vraiment une question qui préoccupe les peuples? C'est une question extrêmement importante qui est dans la tête de millions d'Européens. Les gens sont inquiets. Voilà. Donc toute la question est de savoir si on offre un débouché qui soit un débouché pacifique à cette question ou un débouché violent. Parce qu'il y a une violence de toute façon à ne pas accepter les migrants et à ne pas non plus à faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas en soi, c'est pas tragique, bon, que l'Europe se transforme. Les gens ne sont pas bêtes, hein. Si vous leur dites qu'il va y avoir des arrivées de migrants et que cela n'aura aucun impact, ils vont dire on me prend pour un imbécile. Ce qu'il faut, et ça nous ramène au combat sur l'esclavage, c'est faire comprendre aux gens qu'en soi, ce n'est pas quelque chose de grave. Bon. C'est ça, vous voyez. Et que ce qu'on appelle la civilisation européenne, elle a toujours été aux prises avec l'extérieur, elle s'est toujours enrichie d'apports, elle s'est toujours transformée. Et que ça doit pouvoir se faire, s'accomplir, et que peut-être le monde va se créoliser comme c'est le cas à La Réunion, qui est peut-être une préfiguration du monde de demain. Peut-être que ce qui se joue actuellement dans les métropoles, où vous avez des sociétés multiculturelles souvent, avec beaucoup de réseaux, de liens, qui font qu'il y a un monde créole qui est en train de surgir dans les grandes métropoles du monde. Et peut-être que c'est ce qui adviendra pour le monde. Je ne dis pas que c'est en soi bien, mais c'est peut-être ce qui adviendra et c'est peut-être une solution pacifique. Mais dire que vous ferez de l'Europe une Europe forteresse avec des barbelés partout, c'est opter pour la solution violente. Parce que, d'abord, compte tenu des rapports de force démographiques, les barbelés, ils ne serviront à rien. Il y aura toujours des gens qui passeront. Et ils passeront dans quelles conditions? C'est-à-dire dans des conditions où rien n'est fait pour les accueillir et où il n'y a pas d'acceptabilité pour eux. Donc, il faut une acceptabilité. Et cette acceptabilité, elle se fait par un travail d'éducation dans la tête des gens. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens que la hiérarchisation des races qui a conduit à l'esclavage, c'est quelque chose qui repose sur des bases totalement obsolètes. C'est terrible de le dire cela en 2020, sauf que ce qui explique aujourd'hui la peur des migrants et ce qui explique le racisme, c'est qu'il y a toujours au fond de la tête d'un certain nombre de personnes que les civilisations autres que européennes ou les civilisations différentes que la sienne
C'est quelque chose d'inférieur et c'est quelque chose qui en soi doit être rejeté. Et voilà, c'est pourquoi je dis toujours cette phrase de Jacques Chirac, il n'y aura pas de choc de civilisation, il y aura un choc des incultures. C'est le choc des incultures qui conduit à la violence. Les autres sans voix, je pense à un combat qui a été le vôtre. Dans les animaux. Oui, les animaux. On vous appelait Monsieur Poisson. Il y a eu la pêche électrique, ça a été l'un de vos précédents combats. Tout ça participe à la même chose. D'abord, vous avez un modèle capitaliste qui conduit à la fois à l'asservissement des personnes, c'est-à-dire on va les presser, les écraser au maximum pour que le rendement soit le plus grand possible. Philippe Descola, qui est un très grand professeur au Collège de France, disait qu'on a extrait les minerais dans les montagnes de la même manière qu'on a asservi les esclaves. Et c'est pareil pour les animaux aujourd'hui. C'est-à-dire que leur conscience, le fait que ce soit des êtres vivants, est totalement nié pour des raisons qui sont des raisons économiques. Alors, il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, il n'y a pas la raison simplement de la non-prise de conscience, de la non-information? Non, parce qu'on est conscient et on accepte d'être inconscient ensuite. C'est-à-dire il y a des choses qui sont tellement... On fait des choix. Vous pouvez vous dire respectueux des animaux, mais manger de la viande et ne pas penser en réalité au petit veau qui va à l'abattoir. Et si vous y pensez, vous ne pouvez plus manger de la viande. C'est plus possible. Donc, vous rejetez ça dans l'inconscience, c'est-à-dire que vous n'y pensez pas. Et c'est exactement la même chose qui fait qu'on est là et qu'on peut avoir cette émission sans être dans un état épouvantable. Parce que si à chaque seconde, vous pensez qu'il y a des enfants qui meurent de faim, et qu'il y a des millions et des millions et des millions de personnes sur la Terre qui sont dans des conditions épouvantables de vie, la vie n'est plus possible. Au moment de l'Holocauste, on posait la question aux gens, mais est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des camps de concentration? Et les gens disaient, on n'était pas au courant. Et évidemment, si on était au courant, on aurait réagi. Bon, peut-être que certains étaient au courant, n'ont pas réagi. Mais aujourd'hui, on est au courant de tout. Tout, rien de ce qui se passe sur la planète échappe à notre connaissance. On est au courant, mais on commet le choix délibéré de placer ça en dehors de notre champ de conscience, tout simplement pour rendre la vie un peu possible, un peu acceptable, parce que sinon c'est insupportable. Donc oui, les animaux, ça participe du même, exactement de la même cohérence de combat. Et c'est des combats qui sont très liés entre eux, en réalité. Votre parcours montre que vous avez été lanceur d'alerte, mais quand je vous écoute, je me dis des éveilleurs de conscience. Moi, je ne me qualifie pas comme ça, parce que d'autres personnes ont éveillé ma conscience. Bon. Mais il faut à son tour éveiller celle d'autres pour qu'il y ait une chaîne. Oui, donc exactement, tout à fait. Mais on a une dette considérable vis-à-vis des scientifiques, en particulier, qui produisent beaucoup de rapports, qui disent les choses et qu'on n'écoute pas forcément. Mais c'est eux qui souvent éclairent le chemin. Donc on essaie tous de transmettre, mais je ne me réveille pas le matin en me disant je suis un éveilleur de conscience, je vais prêcher. Oui. C'est pas du tout ça. Malcolm X, lui, était prêcheur. J'essaie d'ajouter une force à d'autres forces, parce que vous avez énormément d'ONG, de militants, de gens qui sont engagés dans l'action, et on s'aide mutuellement, parce qu'à la fin, de toute façon, les décisions
sont prises par les élus. Donc, mais il faut surtout sortir de ce truc, parce que c'est de moins en moins vrai que les élus d'en haut émettent le message pour les masses qui ne sont au courant de rien. C'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, la conscience des choses, elle s'opère plutôt dans les masses. Et ça prend malheureusement trop de temps pour que ça arrive dans la tête des décideurs, pour qu'ils prennent ensuite des mesures adéquates. Mais la conscience, elle est plus forte sur toutes ces questions parmi les lycéens, les acteurs, enfin tout le monde. D'où votre présence très forte et dans les réseaux sociaux et dans la société tout court, puisque vous disiez en ouvrant cette émission, en la démarrant, que voilà, vous teniez à être au milieu d'eux, au contact. Oui, il faut, parce que sinon vous êtes enfermé, isolé, totalement. Et c'est le double risque quand on est en plus député européen. Oui, et puis bon, être député européen, je ne suis pas président de la République, enfin, vous voyez. Donc, à Bruxelles ou à Strasbourg, voilà, à Bruxelles, donc c'est quand même pas... Alors c'est pas quelque chose qui fait que, voilà, c'est pas en soi quelque chose de très compliqué. Vous pouvez rester dans la vie et puis accomplir normalement votre travail de député européen. Ce qu'il faut, c'est sortir d'un certain nombre une forme d'endogamie, voyez, où les gens vivent entre eux, ont la conviction d'être les meilleurs, d'être les seuls qui ont une science sur beaucoup de sujets et qui prennent ensuite les décisions en étant totalement coupés de la réalité. C'est un peu la philosophie qui est très présente chez beaucoup de gens qui sont devenus élus avec La République En Marche, parce que ce sont des gens qui étaient des managers, vous voyez, et donc qui étaient dans cette culture-là. Nous, on n'est pas du tout comme ça. Là, c'est le nous pluriel de la France insoumise, ou c'est le nous de la gauche unitaire européenne? C'est le nous de la France insoumise et de la gauche unitaire européenne. On est dans un groupe. On peut avoir des problèmes parfois, etc. Mais sur le plan des valeurs, on est quand même dans un groupe qui est formidable. Moi, autour de moi, j'ai des gens partout, dans tous les pays, qui sont des féministes, des gens qui luttent pour la paix, des écologistes, des militants LGBT. Voilà les valeurs qui sont les nôtres. Donc oui, je suis très heureux d'être dans ce groupe, vraiment. Et le prochain combat, Younous Amarji, c'est lequel pour vous? C'est la vie qui décide.